7h30, mots. Le canal à 7 heures reflète les nuages de l'aube et file, comme un trait d'argent gris et sans éclat, sous le pont de Bondy et la rampe de l'autoroute A3 qui l'enjambe en s'envolant vers Roissy. Un peu plus loin s'alignent, le long de la nationale, les entrepôts et les magasins de marque qu'on reconnaît à leurs couleurs, jaune et rouge, rouge et blanc, jaune et bleu. Et sur l'autre rive, les usines de la cimenterie aux allures de carrière. C'est un de ces lundis de janvier où l'on s'attend à ce qu'il neige, même si ce n'est plus arrivé depuis des années. Accoudé à la balustrade du pont, Mo contemple en contrebas les rangées de tubes d'acier de diamètre varié du comptoir général des fontes de Bobigny qui jouxte, en bordure du canal, le campement des Roms entouré de palissades, un bidonville de caravanes et de carcasses de voitures défoncées, de tuyaux de poêle bricolés en zinc, de tables en bobines de câbles, de toits de tôle et de cloisons de palettes. Un village aux ruelles minuscules. Un dédale miniature à peine visible de la rue. Ce matin, quand il est sorti à 7 heures, il est parti la tête baissée dans le froid coupant, des cernes sous les yeux, la capuche enfoncée jusqu'aux sourcils, les mains dans les poches et le sac sur une épaule. Il faisait vraiment nuit, le long des allées de réverbères cassés. Et c'est vrai qu'il n'a croisé personne. Il a traversé l'ancien marché, incendié cet hiver, allongé les immeubles de 5 étages, rangés en ligne de bataille comme une armée silencieuse, les rues au nom de résistants communistes et de poètes, a pris le petit chemin qui passe sous l'autoroute et remonte vers Bobigny. Il s'est arrêté sur le pont pour regarder le soleil se lever. Ouvrir le ciel comme un voile. Laisser passer les anges. On voit aussi ça ici. À Bondy, il y a du ciel. Mo est accoudé à la balustrade du pont, sur le quai du tramway direction La Courneuve. Il regarde les nuages partir en lambeaux sur le canal qui flambe. Des mouettes urbaines poursuivent au ras de l'eau une bouteille en plastique ou l'ombre d'un poisson. Il doit être 8h moins le quart à présent. Les nuages ont presque disparu. Sous le pont de l'autoroute qui recouvre le carrefour, au pied du S, un attroupement se forme. Comme si les flux de gens qui se croisent dans le petit matin venaient de rencontrer un obstacle. Ceux qui descendent du bus, ceux qui traversent, et peu à peu, un bruit d'agitation, un bruit fait de cris et d'exclamations se met à résonner sous le pont et se répand dans les brumes déchirées de l'aube, sous les éclairages oranges des réverbères géants, et se diffuse, plus fort que les bruits ronflants de circulation, jusqu'à lui. Mo tourne la tête de ce côté, se demande ce qui se passe, enlève un de ses écouteurs. « 7h50, Lucky. Lucky marche de biais comme les pigeons, comme s'il n'y voyait pas clair, ou que son cerveau avait du mal à recoller les images. Il fait de tout petits pas, ne s'appuie que sur la pointe des pieds, ne pose jamais les talons, comme s'il était prêt à s'envoler. Et c'est l'impression qu'il donne avec les coudes collés au corps et les avant-bras qui surgissent de ses manches trop courtes, ses longues mains maigres qui s'agitent. On dirait qu'il a perdu ses plumes et qu'avant, c'était une sorte d'oiseau, un échassier, c'est sûr, un héron perché sur de grandes pattes qu'il lève bien haut pour avancer, l'une après l'autre, et qui regarde à droite, à gauche, et qui plonge soudain pour becqueter quelques proies, sauf que Lucky, ce qu'il pêche, c'est des clopes. Tous les mégots jetés autour des abribus pour tromper le temps, l'ennui ou la mort. Ce n'est pas son nom, mais plus personne ne sait comment il s'appelle, même pas lui. C'est un Français, où il en a tout l'air. Les yeux bleus comme un candidat à la présidentielle. Des grands yeux fous, clairs comme des phares, dans un visage long et ridé au-delà des expressions humaines. Le genre de visage taillé aux électrochocs. Des épis qui dépassent d'une tignasse coupée court. Les gens s'écartent. Tous ceux qu'il croise, il les regarde dans les yeux, incapable de scier. Il avise les gens qui fument comme s'il verrouillait des cibles. Et il fonce, droit dans les yeux.
T'as pas une clope ? Le mec la laisse tomber par terre en le regardant et il l'écrase. C'est un type entre deux âges, grand, costaud, les épaules larges, le regard dur. Le gars lui crache la fumée au visage. Lucky ne bouge pas. C'est un des jeunes qui réagit peut-être sans le vouloir ou peut-être par provocation, comment savoir, sans s'adresser au type directement. Un des jeunes qui sont là à discuter sous l'autoroute, le temps que les groupes se forment au fur et à mesure des arrivées des bus, avant de partir au lycée en bande. Il fait avec la bouche ce bruit de succion qui exprime tout à la fois la lassitude et le mépris. Miskin. Le type l'entend, n'attendait que ça. Pourquoi tu me parles en arabe ? T'as quelque chose à me dire ? Et ça commence à s'embrouiller. Les jeunes, ça part vite et les insultes, c'est comme un sport, une espèce d'échauffement. Bientôt, les deux camps ont leurs supporters et ça éclate. C'est un bruit pas croyable en quelques secondes qui s'élève du carrefour parce que tout le monde s'y met. Il y a les lycéens qui crient le nom de leurs copains et l'encouragent à tuer l'autre. Et les gars du S qui attendent le bus, qui hurlent d'arrêter. Il y a des femmes qui s'écartent en courant et appellent à l'aide. Mais qui ? Il a bientôt la bouche et le nez en sang, une poche de sa parka déchirée. Ses copains le traînent tout le long du bâtiment, l'essuient avec son propre t-shirt. 20 fois, le môme fait mine de revenir à la charge, éructe, invective, mais tout le monde sait que c'est fini. Il a perdu, c'est tout. Quand il s'assoit, sa jambe tremble. Il est vidé. C'est l'adrénaline qui retombe. Il a l'impression d'avoir du coton dans les muscles. Il tient à peine debout. Le lycée va ouvrir dans 10 minutes. « 8 heures. Le flic. Le 347 arrive et un gros paquet de gens montent dedans, d'autres descendent et prennent la direction des tramways ou d'un autre arrêt de bus. La foule s'est dissoute dans les flux et reflux du petit matin. Tous les gens partis pour un temps ont remplacé peu à peu par d'autres, interchangeables. Chacun reprenant sa route, calculée au cordeau, courir après l'embauche et les départs annoncés des tramways, des métros, des bus et des RER. Mo reste là quelques instants, derrière le type à l'arrêt de bus, et regarde, par en dessous, ses épaules qui roulent dans le dos de son blouson, avec violence et décontraction. Il doit être 8h15 quand le 146 arrive enfin. Le type monte dans le bus sans se retourner. Quand il sort son portefeuille de sa poche revolver, devant le rodateur à côté du chauffeur, à l'entrée du bus, Mo croit apercevoir, alors qu'il l'ouvre et l'agite mollement pour placer son passe contre la machine, sur une des deux faces du portefeuille en cuir, sous une protection de plastique, le genre de carte rayée d'un bandeau bleu, blanc, rouge que brandissent les flics. Mo prend une photo. Il en reste comme 2 ronds de flanc. Mo regarde son téléphone. Tout le monde est tout le temps en train de regarder son téléphone. Bientôt, les saluts fusent de partout. « Wesh, gros, ça va bien ou bien ?» Et déjà, les nouvelles se répandent. Les nouvelles ont la vitesse des réseaux. « C'est Madi, voilà, t'es mon Apple Boy, s'est fait démolir, ma gueule. »« T'étais là ? Comment ça ? C'est un flic. » Il explique. La carte, le bandeau bleu, blanc, rouge. « Mais tu l'as vraiment vu, alors ? Sans déconner, tu l'as pris en photo. Net en plus, t'as des nerfs, mon gars. Vas-y, mec, balance. » Et Mo l'envoie sur Snap. T'as des grosses couilles, frère. Mo sourit avec cet air de connivence, comme s'il le savait. Et ouais. Il est temps de contourner le S et ses poubelles. « 10h20. Sarah.
L'amour à 17 ans, ça vous serre le ventre et la poitrine, ça vous ramollit les jambes et ça fait tourner le cerveau à une vitesse qu'on n'arrive plus à suivre. Comme les enjoliveurs d'une voiture qui tourne à l'envers. Et les idées fusent et se croisent là dans le noir. C'est vide de justesse, on dirait des chauves-souris bondissantes. Il y en a qui reviennent, qui tournent en boucle, qui s'imposent. Ce matin, à la récré, Mo est retourné du côté du B, vers le châtaignier. Du coin de l'œil, il a vu que Sarah était là, avec ses copines. Et il savait bien que lui tourner autour, ça se faisait pas. Mais il ne pouvait pas l'ignorer. Sarah, c'est comme un aimant. C'est comme s'il avait une boussole dans le cœur, se dit-il. Mo se rapproche. Il fait des ronds dans le béton. Et à chaque fois qu'il l'aperçoit, ça lui déclenche un arc électrique, une détonation dans la poitrine. L'impression de rater une seconde ou une respiration, peut-être un battement de cœur. L'impression que le temps a fait comme une petite syncope. Il se rapproche, ça y est, ça va se voir, alors faut se décider. Il se met à chercher un prétexte pour l'aborder, mais ça vient pas. Tout lui semble grossier, ridicule. Elle va s'en rendre compte s'il reste là, planté comme un idiot. Il faudrait lui dire n'importe quoi. Le poème, c'est pour toi, n'importe quoi. Mais il peut pas. Sarah, sa drôle de beauté qui n'en est pas une. Syncope. Quand il arrive à leur portée, il a bien calé ses mains au fond de ses poches. Il fait attention à regarder devant lui, l'air de rien. Les filles sont en plein conseil de guerre. Il est question de Maddy, de la baston de ce matin. On ne peut pas laisser passer ça. Il paraît que Mo a vu le type qui a fait ça. Il paraît que c'est un flic. Qui ? Eh ben, le facho, là. Non, je veux dire... Qui l'a vu ? Mo ? Mohamed, quoi ? Silence. Peut-être que Sarah réfléchit. Elle lance Roméo et Juliette. Mo, c'est Roméo. Et elle rit. Momo, Roméo, Romomo et Juliette. Et elles éclatent de rire. Elle rit tellement que Mo prend le large, modifiant brutalement sa trajectoire et regardant de l'autre côté de la cour, comme si c'était impossible qu'il ait entendu un traître mot de cette conversation de filles. Il fonce droit sur le muret du milieu où il y a Hamza et Omar et quelques autres, des copains de Maddy qu'il n'aime pas. La prof de français traverse la cour avec son couillon de poète qui croit que la beauté sauve même de la mort. À cet instant, Mo la déteste. « 12h30, Maddy. Quand il arrive à portée de vue du canal, à midi, il y a des bandes et ça s'agite sur la rive nord, mais ça ne ressemble pas aux attroupements habituels. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Ça bouge vite et ça se déplace vers l'ouest. Ils repartent vers le pont de Bondy. Mo remonte sa capuche et se rapproche. Sur les réseaux, sur son téléphone, les messages s'accumulent à propos de Maddy et du flic de ce matin, dont on a maintenant le nom. Mo est cité de temps en temps. Son compte est mentionné dans tout un tas de posts, plus ou moins vindicatifs, qui le félicitent d'avoir identifié l'agresseur. Évidemment, les messages ne disent pas l'agresseur. Ils parlent en général de la mère du flic. Et de la mère de tous les flics, par extension, comme s'ils étaient tous frères. Mo n'en revient pas, il est une sorte de célébrité locale. Sur les réseaux, on parle de lui. Il répond rapidement, des petites flammes et des rires, essentiellement. Maddy lui fait signe quand il voit qu'il est connecté. Et 10 minutes plus tard, il se retrouve au carrefour, sous l'autoroute. Qu'on vienne du nord ou du sud du canal, on finit toujours au carrefour, sous l'autoroute. Maddy est avec Omar et Hamza, comme d'habitude, et un autre que Mo ne connaît pas, un plus grand, avec un air mauvais. T'as vu ce bordel ? C'est le bordel, wesh. C'est pas vrai ? Ça parle de toi dans le tiec, c'est réel, ma gueule. T'es avec nous, frère.
peut s'empêcher de sourire. Ouais, c'est réel. Et Mo claque en silence dans les mains traînantes des copains. Et Mo claque en silence dans les mains traînantes des copains et il prend sur l'épaule le sac de toile que lui tend Omar. C'est toi qui gardes le flingue. Toi, tu passes inaperçu. « 15h15, Mo. Mo va s'installer dans un coin à l'abri des regards, au fond de la scène qui est plutôt une sorte d'estrade profonde, derrière l'écran, dans l'ombre. Il tient entre ses jambes le sac d'Omar qu'il traîne avec lui depuis le pont de Bondy et laisse ses yeux aller et venir, dans le vague, vers la salle et le groupe d'élèves agités que la prof essaie de maintenir dans un calme relatif. Il est tout seul. Mo est toujours tout seul. Il ouvre le sac et il regarde les reflets sur le canon de l'arme, comme il regarderait au fond d'un puits. Ça fait le même effet. Il se demande ce qu'il va faire. Mo plonge la main dans le sac, comme dans une boîte à mystère où l'on rencontrerait son pire cauchemar pour le vaincre, un truc d'initiation vaudou. Il plonge la main à la rencontre du destin. Rien ne va plus, faites vos jeux. Et il est étonné par le contact froid du pistolet. Il le prend en main, il en soupèse la masse rassurante, fait jouer son poignet à droite, à gauche, la main toujours enfoncée dans le sac, observe les éclairs brillants sur la surface noire, sous différents angles, la lumière glissant sur les faces, les faisant scintiller brièvement comme des lames, soulignant les arêtes du chien, d'écran de sûreté, du pontet, du viseur, de la culasse et, sur l'autre côté, l'affleurement du canon, lui-même, sous le rectangle d'éjection coupé dans l'alliage, le canon d'un noir plus profond que le noir brillant de la carcasse, et les reliefs illisibles des noms, les numéros de série, la marque, CZ, une marque tchèque. Il le sort précautionneusement du sac à dos noir des colliers, hésite à le tenir à bout de bras, à viser quelqu'un, hésite et finalement renonce pour ne pas se faire remarquer, même s'il est loin, même s'il est dans l'ombre, le garde entre ses mains et, attrapant la culasse par au-dessus, la tirant d'un coup sec de la main gauche en poussant de la droite contre la crosse, fait jouer le mécanisme d'armement qui engage une balle dans la chambre. Du pouce, il abaisse la sécurité. Dans la salle, la plupart se sont assis sur les strapontins. Par petits groupes, ils parlent à voix basse. La prof discute avec Sonia et Sarah qui ne froncent plus les sourcils. Au contraire, elle sourit. Elles ont l'air de parler avec une copine. La prof, vue de dos, elle a l'air jeune, c'est vrai. Mo ne voit plus le poète. Il doit être plus loin. Derrière les élèves assis, qui discutent, qui rigolent. Parfois, Mo a l'impression que l'un d'eux le regarde, mais c'est impossible, il est accroupi au bout de l'estrade, dans l'ombre derrière l'écran, dans ce fond obscur de la salle qui sert de coulisse quand il joue. Lorsque les bruits enflent de nouveau, confus, à l'extérieur, il ne sait pas au juste ce qu'il est en train de faire, ni jusqu'où on peut glisser d'un geste à l'autre, presque de manière automatique, parce qu'on les a vus 1000 fois et qu'ils s'enchaînent avec une précision évidente. Ils flirtent avec le mal, sans y réfléchir vraiment, comme on écrase un insecte. Ils flirtent avec l'idée de la mort, comme quand on est au bord d'un quai, comme dans les cauchemars où on longe une route hurlante. C'est une tentation bien naturelle, la mort.
Le long des allées où je marche seul, il n'y a que des rats qui courent. On dirait qu'ils jouent dans la lumière vacillante des réverbères cassés, des matins blêmes le long des bars, dans les allées du 13, du 10, du S, du Y, du carré, du marché, dans les allées du bleu, du rouge, des caddies fracassés, des poubelles, les gros plots de béton qui n'ont jamais été réparés dans les cours. Pareil que c'est des statues de l'art, des bancs, des parapets, des aires de jeu pour enfants. En ruine. En ruine. Cassé, fracturé, fissuré, explosé en morceaux, détruit, en ruine. En ruine. En ruine. Au coin du bois de Bondy, le long des allées du radar où je marche seul, dans la cité du Bruyère, de la Sapinière, des Marisiers, de la Noucaillée, de la Terre Sainte-Blaise et de la cité perdue, tout là-bas dans l'ancienne forêt. Au coin du bois de Bondy, les bandits, au coin du bois de Bondy, les bandits, au coin du bois de Bondy, les bandits attendent le roi. Près des piliers lézardés, pareils que des arbres couverts de cicatrices, d'éclats, de crevasses, la peinture tombée par écailles comme de grandes pattes pour souffler comme une peau de cadavre noyé qui se soulève sur les façades. Pour respirer, peut-être. Le long des allées où je marche seul les matins de brume et de froid, dans une odeur d'ozone, comme s'il allait neiger le long des rez-de-chaussée, entouré de canisses défoncées, sous les balcons remplis de linge, de poussettes, de vélos, de paraboles, à travers les grandes cours, sur les terrains au sol, peint même le béton, la dalle encerclée des immeubles, où l'on se sent pris au piège, où l'on jouait au foot, quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, là. Quand j'étais enfant, là. Là, devant les entrées d'immeubles, les doubles portes fracturées, les halls dégradés, boîtes aux lettres ouvertes, les types qui se shootent devant tout le monde, échoués comme des poissons, tombés du bateau, tombés de l'avion, en train de crever, la bouche ouverte dans le caniveau. Dans les chemins de traverse, sous l'autoroute et au bord du canal, les chemins de halage et le chemin latéral qui ne longent plus que des friches, des impasses, des bidonvilles, des rues gardées, surveillées par les nouveaux rois du quartier, des terrains vagues où l'on ne va plus jouer. Mais c'est chez nous, au pied des murs, ce labyrinthe, chez nous. Chez nous. Et moi je marche seul le long des allées, je longe les murs, les trottoirs, je remonte ma capuche et je monte le son, je prends des rues, des chemins, des ponts, le soleil se lève enfin et j'arrive. Le soleil se lève enfin et j'arrive pour venir te rejoindre au sud où c'est une autre ville. Une autre ville, au sud où il y a toi, qui ne m'a jamais parlé de haut. Toi, qui ne m'a jamais parlé de haut. Toi, qui ne m'a jamais parlé de haut. Toi. Qui ne saura jamais que je t'aime. « 7h35, Paul. Paul n'est pas un aventurier, c'est même à peu près tout le contraire. Paul est écrivain, poète. Il s'est réveillé à 6h45, puis à 6h54 et finalement à 7h03, presque déjà en retard. Il a ouvert les yeux dans sa chambre minuscule, surpris, au meilleur d'un rêve dont il ne se souvenait déjà plus,
par les hurlements de son réveil, le souffle coupé, la bouche affreusement sèche et la tête encore lourde, entre le rhume et la gueule de bois. Il a heurté en se levant une des piles de bouquins qui traînaient à côté de son lit et manqué, en tâchant d'éviter les livres ainsi répandus par terre, de s'étaler lui-même de tout son long, en tâtonnant sur le sol d'un pied déjà froid, cherchant un bout de parquet disponible pour y prendre appui. Il a, pour éviter de glisser, shooté résolument dans un volume de Shakespeare en édition bilingue, en poussant son premier juron de la journée. Dans le miroir de la salle de bain, il a encore ce beau visage de copain du lycée dont on se dit qu'il a pris quand même un sacré coup de vieux. Il a pris un peu de ventre aussi cet hiver, ou peut-être depuis quelques hivers, juste un peu. Qu'est-ce qu'il y peut ? Il hausse les épaules, met l'eau chaude à fond et pousse son deuxième juron de la journée lorsqu'une cascade brûlante lui saisit la nuque et le dos avec la brutalité d'un coup de fouet. Qu'est-ce qui lui a pris d'accepter ce boulot ? Dans 15 minutes, il sera en train de boire son café noir et sans sucre dans sa cuisine, debout comme au comptoir, lorgnant de l'œil droit son téléphone portable posé sur le plan de travail, où il fera défiler les emails et les messages de la prof qu'il a contactée il y a plusieurs mois déjà, et qui enseigne dans ce lycée de banlieue dont il a oublié le nom, à Bondy, où il ne savait même pas jusqu'à hier comment on y va. La ligne 5 jusqu'au bout, puis le tramway. C'est ce qu'elle avait écrit, le tramway, pas les bus, arrêt Pont de Bondy. Et elle avait joint à ses explications un petit dessin griffonné, sans doute recopié à partir d'une carte obtenue sur Internet, puis photographié. Les mots « traverser la nationale » et « passer sous l'autoroute » retiennent son attention. Doit-il s'inquiéter ? De Bondy, du 93 et de la banlieue en général, Paul ne connaît que ce qu'on en dit aux informations. Vénissieux à Lyon, les Baumettes à Marseille, les 4000 ou la Grande Borne en banlieue parisienne ne sont que pour lui que l'équivalent de territoires légendaires, de terres sauvages et inconnues, dans lesquelles il n'a aucune raison de mettre un jour les pieds. Il finit par retrouver, devant le canapé aux grands coussins avachis, sa paire de boots en cuir bleu, des bottines pointues qui lui rappellent des temps à la fois plus fastes et plus rock'n'roll. La mini-chaîne affiche à présent crânement 7h30. Elle ne dort jamais. Elle connaît toutes les heures de la nuit. C'est une de ces foutues journées d'hiver à ne pas mettre le nez dehors, se dit-il en enfilant ses bottines, dansant d'un pied sur l'autre et jurant pour la 3e fois ce matin, en manquant de perdre l'équilibre, se retenant de justesse à la poignée de la fenêtre. Il pense fugitivement à Pierre, reniant le Christ, au chant du coq, à l'aube se levant sur la colline des morts. À quoi ressemblera-t-elle, cette prof de français, Candice quelque chose ? Elle a une jolie voix, mais qui n'a pas une jolie voix au téléphone quand on ne se connaît pas encore. « 8h20, Candice. Il est arrivé comme prévu, par le métro et le tramway, un trajet de presque 1 heure. S'annonce à la loge du gardien, sursaute, lorsque le claquement métallique de la grille d'acier blanc retentit derrière lui dans le sas. Contemple la cour, une cour de lycée comme un pays étranger. Mon Dieu, c'est plein de gosses, se dit-il. Il oblique à droite et entre dans le bâtiment qu'elle lui a indiqué, celui de l'administration A, comme administration, a-t-elle noté dans son message. La salle des profs est en face de la porte. « Candice, dit-elle en lui tendant la main, vous devez être Paul. » Il ne comprend pas tout ce qu'elle est en train de lui expliquer. Devant la machine à café où elle vient de lui payer un expresso long, au goût d'endive cuite, elle lui parle d'horaires et de numéros de classe, d'un groupe difficile en seconde et des programmes du bac. Elle lui demande ce qu'il pense proposer comme thème aux élèves pour son premier atelier. Parce que les secondes, il faut les mettre en activité, sinon on est mort. Et il ne dit rien.
Il reste en suspens, la bouche légèrement entr'ouverte comme s'il allait parler. Il n'a pas suivi, pas compris. C'est à peine s'il l'a entendu. Il fixe d'un air absent le rouge à lèvres de sa bouche qui vient de s'arrêter de parler. C'est un rouge de porte-bonheur chinois, de Père Noël et de drapeau communiste. S'il lui répond, il pourrait se mettre à dire n'importe quoi, des trucs complètement déplacés. Oh, il serait bien incapable de lui faire des avances, encore heureux, mais il bafouillerait sans doute en rougissant des choses insensées sur la couleur des sentiments. Noir, des volets fermés de la mort et de la solitude. Joie jaune, aveuglante. Blanc, comme la colère insensible et le mal. Blanc, Moby Dick, et rouge, Perceval. Rouge du sang sur la neige. Désir chaste, rouge piège. Même de la part d'un poète, il passerait pour un mec bizarre. Alors il plonge dans son café, se brûle. La maladresse, c'est un truc de timide. Et puis ça sonne dans toutes les salles, dans tous les couloirs, à travers les haut-parleurs de la cour. La sonnerie retentit partout en même temps. Elle ressemble à des accords de piano doucereux qui montent et descendent la gamme en évitant toute tentation mélodique. Une musique composée par un ordinateur maniaque, comme on en entend dans les gares et sur les répondeurs téléphoniques. Ça commence. Ça peut commencer. « 11h05, Nathalie. Avant, on disait surveillant général ou surgé. Aujourd'hui, Nathalie est conseillère principale d'éducation, ou CPE. Le métier consiste toujours à être la chef des pions, c'est-à-dire la responsable des surveillants. Ce n'est pas une mince affaire. Autrefois job étudiant, surveillant est à présent un emploi précaire qui attire le genre de jeunes gens courageux qui n'ont pas vraiment le choix. Il faut avoir le sens des responsabilités, le contact facile avec les ados, une certaine forme d'autorité naturelle. Ce n'est pas si simple. Même si cette personne existe, il faut encore qu'elle ait envie de faire ce travail ridiculement mal payé, contraignant et ingrat, et qu'elle ait envie de le faire à Bondy. En d'autres termes, il faut qu'elle n'ait pas peur, qu'elle connaisse déjà, qu'elle sache que, en fait, ça se gère. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vienne de là. C'est la définition du ghetto. Le vase clos. Nathalie explique ça très bien. Avec ses mots précis, ses petites lunettes en acrylique noir et ses gros seins moulés dans du mohair rose, elle tient le bureau, les surveillantes et les 400 élèves qu'on lui a confiés. Elles sont 4 CPE au lycée. Elle dit on enregistre toutes les absences et on leur tape sur les doigts quand ils ne les justifient pas par une excuse valable ou quand, tout simplement, on les prend en faute, à sécher, à faire des conneries dans les couloirs, à voler les billes de roulement des souris d'ordinateur, à se bagarrer, à sortir un couteau, un taser ou toute autre arme pour intimider quelqu'un ou le blesser, à mettre le feu aux poubelles, voire à une voiture du parking, voire à l'établissement, à casser les chaises en les lançant du 2e étage dans la cour. Ce ne sont que des exemples, tout ça arrive tous les jours, heureusement pas au même endroit. Le collège de Sevran a brûlé l'an dernier. Au moment des conseils de classe qui ont eu lieu malgré tout, le commissariat a proposé aux profs de les escorter jusqu'au RER et leur a demandé d'éviter de faire ce trajet dans la mesure du possible, sans déconner. On dirait que ça la fait rire, Nathalie. C'est un des effets de la lassitude. Pour prendre du recul,
On tourne tout en dérision. Mais pour l'instant, Nathalie s'occupe du cas Madidé, un client régulier, comme elle dit. Elle est en train de le harceler de textos parce qu'elle a appris qu'il a vu l'infirmière à cause d'une bagarre. Et Nathalie aimerait bien savoir ce que c'est que cette bagarre à 8h du matin, dont elle a déjà entendu parler 4 fois par d'autres élèves. Elle aimerait bien savoir si elle doit se faire du souci. Alors elle le convoque, qu'il revienne en cours ou pas. Elle lui envoie 3 textos en 10 minutes. Il va venir. Les petits gars comme Madi, ils se prennent pour des caïds, ils n'aiment pas se faire engueuler. En général, ils se murent dans le silence et ils haussent les épaules. Vous pouvez rien me faire. Mais ils aiment bien avoir des conversations respectueuses avec des adultes en mohair rose. « 12h20, Louise. » L'Assemblée générale n'a aucun rapport avec toute cette histoire de bagarre. Les collègues qui se sont mis en grève dans le 93 ont démarré quelque chose. Et il faut qu'on les suive pour forcer les syndicats à passer à l'offensive. Ça ne peut plus repartir que de la base. Avec un peu de chance, on peut avoir les parents avec nous, ajoute Denis qui anime la réunion. Même si ce n'est pas facile. Les parents, ils ont aussi leurs problèmes. La contestation rampe dans les murmures au fond de la salle. On va encore faire une manif juste pour se compter. Perdre une journée de travail et leur faire des économies. C'est encore l'académie à 21 points qui s'y colle. Candice explique à Paul, en se penchant vers lui, que l'académie à 21 points est une expression pour désigner l'académie de Créteil, qui est la moins chère. Celle où tout le monde débute, avec les 21 points que l'administration donne la première année pour effectuer sa mutation, trouver son premier poste. Ça veut dire l'académie qui vaut 0, dit-elle en souriant. À côté d'eux, Philippe se lève, va reprendre un café. La machine renacle et tremble et vrombit comme si elle allait décoller. Tandis que Denis tente de crier plus fort qu'elle. Il évoque l'état des bâtiments, la fuite d'eau par le toit du le préfabriqué au milieu de la cour, qui a fait un gros trou au-dessus du bureau en 103 et déclenché avant Noël un court-circuit qui a failli griller le prof de philo, Loïc, qui n'est pas là malheureusement pour nous raconter la scène. L'accès à Internet qui saute, le Wi-Fi qui devait être installé il y a 3 ans, le local à vélo, idem, les photocopieuses qui tombent en panne à tour de rôle. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué ce matin, ça va pas tenir la journée. Et en effet, Sarah a raison, les STG qui vont passer à 35. Il s'est souvenu de son prénom. Et finalement, Louise explose. C'est une vieille prof de physique qui ne quitte pas sa blouse. Des feutres rouges dépassent de sa poche et des cheveux jaunes, fins et frisés, comme on en faisait à la campagne, tombent sur ses épaules façon Beetlejuice. Elle vient de Bretagne et elle y retournera sans doute finir sa carrière. Elle doit mesurer à peu près 1m50, mais elle a du coffre et elle donne de la voix avec assurance. Ça fait 30 ans qu'elle est là. Elle assiste à toutes les AG. Mais Denis, tu proposes quoi? Les gens veulent plus être profs. Mais tu sais quoi, ça tombe bien. La grecque, quand je l'ai passée, il y avait moins de réussite qu'à HEC. À quoi ça sert? Pour former nos élèves, je veux dire. Des Arabes et des petits Africains qui viennent d'arriver, ils ont bien le temps de réussir. 3 ou 4 générations, c'est ce qu'on dit, non? Faut qu'ils construisent un peu nos maisons et qu'ils nous fassent à bouffer en attendant et qu'ils s'occupent de nos vieux. Tu peux quand même pas dire ça. Bah si Denis, parce que je dis ce que je veux, tout le monde est content que tout le monde reste à sa place. Les nanas noires, elles n'aiment pas plus que moi torcher ma mère et lui faire prendre sa douche. Mais c'est elle qu'on a envoyée en sanitaire et social à la fin de la seconde. Je te dis pas que c'est ce que je pense, mais c'est ce qui arrive, non? Et les syndicats non plus ne font pas grand-chose contre la misère, parce que dans le fond, ça justifie leur rôle. On est bien, tiens, abandonnés par la gauche et dézingués par la droite. C'est pas moi qui ai voulu ça. Alors oui, c'est la zone, tout s'écroule, ça tient par l'opération du Saint-Esprit, toute cette histoire d'éducation nationale. Mais on s'y est habitué, ça dysfonctionne de partout, mais on s'y est habitué. On dysfonctionne en permanence, même toi, même moi, on va refaire la même manif jeudi, et puis le jeudi suivant. Et puis on va tenter un peu le mardi d'après aussi, et il se passera rien. Les gamins seront de plus en plus débiles et durs, et ce sera un métier de chien.
Les gens auront de moins en moins envie d'être profs. On embauchera de plus en plus de précaires. Quelques bras cassés et des pédophiles aussi. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et tu sais quoi ? Un jour, on sera tellement peu nombreux à être vraiment fonctionnaires et diplômés dans cette salle des profs, on pourra même plus faire une manif. T'es complètement nihiliste. Réaliste. Anarchiste. Idéaliste. « 12h55. Candice. Candice s'excuse pour aller passer un coup de téléphone. Dans la cour, il y a déjà la foule de la cantine, un peu désorganisée aujourd'hui par la tenue de l'Assemblée générale. Des gamins courent partout en criant, surtout des collégiens. C'est le bruit assourdissant de l'anonymat dont elle a besoin. Elle grimace pour mieux entendre, tient le téléphone fermement collé à son oreille, échange quelques mots avec une infirmière à l'autre bout du réseau. « Votre père ne souffre pas. » Elle ferme les yeux, essaie de se le représenter, mais c'est trop dur. Maigre, décharné, immobile, le regard planté dans le plafond, quitté peu à peu par ses sensations, figé dans la rigidité de la mort et comme étonné, médusé dans son attente. Je vais venir ce week-end. Il n'y aura donc plus d'espoir, plus d'avenir de ce côté-là de sa vie. Candice tente de s'imaginer cela, que ce week-end sera le dernier, en vain. C'est impossible de s'imaginer la fin d'un homme comme de l'univers entier. Elle se souvient de s'être dit ça enfant, chez son père justement, en vacances dans les collines chaudes à pierre jaune des monts du Lyonnais, en lisant un livre d'astronomie. À l'époque, Carl Sagan et Hubert Reeves popularisaient la Big Bang Theory. L'univers était en expansion. Candice pensait, si l'univers grossit, c'est qu'il est comme un ballon gonflable, qu'à un moment il s'arrête, plus d'étoiles, plus de trous noirs, ni de galaxies. Elle pensait, si on est dans le ballon, la seule question raisonnable qui vienne à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'il y a après ? De l'autre côté, la seule question raisonnable. Ça la ferait presque sourire. Au lieu de ça, elle a les yeux qui se remplissent de larmes. Elle n'est pas croyante et, contrairement à ce qu'elle pensait, ça ne l'aide pas non plus. Il n'y a pas beaucoup de consolation. Son père est trop jeune pour qu'on se dise qu'il a bien vécu. Et la maladie trop injuste pour qu'on se dise qu'il l'a bien cherché. Ses organes sont simplement en train de lâcher l'affaire, comme s'il était très vieux. Il faut croire que les années avec alcool comptent double. Alors qu'elle sortait, Paul lui a souri. Il lui a offert plutôt son plus large sourire désarmé, la tête qu'il fait lorsqu'il est heureux et qu'il ne calcule rien. D'ailleurs, il est heureux. Il fait beau et bleu dans le ciel glacé de janvier, troublé seulement par quelques cirrus fibreux et lointains. Un léger vent mordille le bord des oreilles et le bout des doigts. « C'est fou comme on voit le ciel ici », dit-il. Il sourit comme un gosse en observant les pigeons plonger derrière le gymnase voisin et réapparaître aussitôt de l'autre côté, s'élever au-dessus d'une ligne de peupliers frissonnants. Candice les suit des yeux un moment, elle aussi. La plupart du temps, je les oublie. Ils sont là. Puis elle sourit à son tour. « Je meurs de faim, vous voulez manger quoi ?» Elle alterne le vouvoiement et le tutoiement, mais ça ne le dérange pas. Ça ne l'a jamais dérangé. C'est juste une façon de parler. Il est 12h55 lorsqu'ils s'assoient tous les deux sur un banc, dans un petit square entre la mairie et le lycée, avec leur part de pizza fumante et leur café dans des gobelets en carton.
Les manches de son pull, sorties de son perfecto, recouvrent le dos de ses mains comme des mitaines, et son jean est remonté sur ses chevilles quand elle a croisé les jambes. Elle tremble un peu, et le bout de son nez est rougi de froid comme le tour de sa bouche. Elle mord dans sa pizza, s'essuie avec la petite serviette en papier que la boulangère leur a donnée à chacun. C'est difficile de savoir, se dit Paul, ce qui est dû à la pizza, au rouge à lèvres ou au froid, dans le rose autour de sa bouche jusqu'à son menton, ce qui est dû au trouble, à l'espièglerie ou au froid, dans l'éclat qui brille à la surface de ses yeux noirs quand elle lui parle en les plongeant dans les siens, ni pourquoi il se sent si nu, si stupide, ni si maladroit, si seulement. Il est en train de la trouver belle. Voilà ce qui arrive, il le sait. Pas belle, intéressante. Il est en train de désirer d'en savoir plus. Paul n'a pas toujours été maladroit avec les filles. D'ailleurs, je vais bien, dit-il. Assez parlé de moi, mais vous, on peut peut-être se tutoyer ? Et elle lui sourit, rouge. Oh, mon Dieu, comment fait-elle ça ? Le froid glacé du ciel leur mord le bord des oreilles et le bout du nez. Le banc leur gèle le cul, mais ils sont là, à se parler, à fumer des clopes l'un près de l'autre, presque à se toucher, à se frôler le genou, le bras. Ils soufflent doucement sur leur café dont l'odeur suffit à les réchauffer un peu, se regardent dans le noir des yeux, disent finalement assez peu l'essentiel, comme quand on sait qu'un moment ne va pas durer, comme des parenthèses dans une phrase, en passant, son père malade, son père qui meurt, les lèvres sèches, les joues creusées, dans un lit d'hôpital. Son père qui n'est pas si vieux, c'est ce qu'elle dit. Et qu'elle a eu de la chance aussi, qu'il y a eu de bons moments, et sa passion pour la lecture et sa passion pour le théâtre. Ils partagent le calme de ce moment même, la joie de se rencontrer, de parler à quelqu'un dans le silence de l'hiver et le bleu du ciel. Candice le regarde dans les yeux. Une seconde. Peut-être deux. Le temps de décider qu'elle ne dirait pas non. Elle le regarde, étonnée elle-même d'avoir pensé ça. Elle le regarde en se demandant, après tout, en se demandant ce qu'il a, en se demandant ce qu'il lui fait. Après tout, pourquoi pas ? Candice le regarde dans les yeux. Une seconde. Peut-être deux. Le temps de décider qu'elle ne dirait pas non. Dans des bâtiments, comme au lycée, le A, le C, le D. Comme au lycée, le A, le C, le D. Il y a de longs couloirs et des ascenseurs, des cages d'escalier, des portes qui mènent à la cave, qui claquent dans le silence du matin, des bruits qui résonnent au loin. Lorsque je sors de l'immeuble, il fait encore nuit, il fait froid, et j'ai toujours cette drôle d'impression, en passant, une sorte de frisson. Il n'y a que quelques fenêtres allumées, comme dans un jeu, comme dans des cases d'un échiquier. Elles clignotent, elles se réveillent, des cuisines blanches et des petites fenêtres de salle de bain surtout. La cage d'escalier aux larges carreaux de verre dépolis. Elles se réveillent dans un grand silence.
Le reste de l'immeuble est encore dans la nuit. Dans l'allée, le réverbère grésille. On dirait qu'il hésite. Les bruits résonnent. Une bouteille qui roule, une poubelle ou quelque chose qui tombe. Des pas, des talons qui claquent, des baskets qui couinent, qui raclent. Des pas qui viennent ou qui s'en vont qu'on n'a pas vus. Des voitures qui démarrent sur le fond d'un immeuble tout noir. On dirait qu'il est vide. On dirait qu'il est vide, comme si tous ces gens avaient disparu, subtilisés pendant leur sommeil. Je pars. Je pars avant qu'ils se réveillent. Je ne les aime pas. 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 Je pars sans me retourner, sans dire au revoir, inaperçu. Je glisse le long du dé, je le contourne jusqu'à la rue, jusqu'aux lumières, jusqu'aux maisons. Les croisements dessinés dans la nuit par les lampadaires plantés au coin des allées, comme un chemin d'île en île vers un autre quartier. Leur lumière jaune-orangée sur les bandes de stop. Leurs bordures blanches des trottoirs, les portails qui brillent, leurs serrures métalliques, leurs grilles, au-dessus des murets de pierre, des maisons précieuses, silencieuses. Leurs gueules de garage dans l'ombre et leurs fenêtres du premier qui clignent des yeux quand je passe devant. Clignotent et s'allument en se réveillant. Les pavillons monstres gentils, chiens méchants, laissent voir leurs ombres, leurs silhouettes, rideaux de soie, volets de fer, leurs petits arbres dans la cour, leurs murets, leurs grilles autour, et les marronniers devant, dans la rue, les carrés de gazon derrière, leurs toits pointus, leurs grands airs, Famille heureuse. Famille heureuse. Famille heureuse. Famille heureuse, leurs ailes de tartines et de bols de chocolat, leur boulangerie au coin de la rue, face au square, derrière le gymnase, dans les allées, de plus en plus éclairées par les réverbères et les voitures qui passent, d'un quartier de plus en plus fréquenté. Leur boulangerie et ses odeurs de croissants, par la grosse grille d'aération du soupirail, ses odeurs écœurantes de beurre et de levure qui s'échappent, fermentées, acides, chaudes. À vous tendre le bide, à vous tendre le bide, et c'est l'heure. Et c'est l'heure. Et c'est l'heure. Et c'est l'heure. Et c'est l'heure, à mesure que je me rapproche du lycée, de son aura de lumière comme un vaisseau spatial atterri au bord de l'autoroute et du canal, c'est l'heure de retrouver les sourires, malgré le froid, malgré la nuit, le chemin, la solitude, malgré le petit matin, malgré ce temps de chien. Malgré la nuit, le chemin, la solitude, le petit matin, ce temps de chien, de loup. En attendant, les sourires malgré tout. Pourtant, je ne les ai jamais aimés. 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 Un jour, je partirai. « 12h, Madi. Madi n'a pas filé voir la CPE, pas tout de suite. Il a appelé, je reviens pour la cantine. Oui, madame, je passerai au bureau. De toute façon, à 11h30, ça n'aurait servi à rien. Il y a AG, elle a dit, Madi s'est demandé une demi-seconde si c'était à cause de son histoire de bagarre. Ça fait 1 heure que son frère Adama a envoyé la photo du flic sur les réseaux et les choses sont allées très vite. Les histoires surgissent sur les fils de discussion, les snaps et les skyblogs, tout remonte à la surface. Ça fait 10 ans qu'il est au commissariat du Raincy. Les récits et les invectives se recoupent et s'enchaînent dans la confusion. On mélange ce qui date de plusieurs années avec ce qui vient d'arriver à Madi. 10 ans. Des histoires, il y en a plein. Il fait partie des enfoirés qui sont dans le business de l'outrage. On se souvient de la colère,
et la colère monte. C'est un truc dont la banlieue a le génie. Peut-être que c'est une question d'entraide. On est avec toi, Adama. Force. 9-3, le bendo. Le carré. Le marché. Avec toi. Nous caillés en force. Potager. Merisier. Léo Lagrange. Le pro en grève. 140 en force. 9-3, 140. C'est le code postal de Bondy. Nordibon. Et pendant que Maddy retourne au lycée, Adama descend retrouver les copains qui n'ont pas bougé en bas des blocs. Les copains d'enfance et les voisins. Et des gars qu'il ne connaissait pas, qui regardent l'œil de son frère sur son téléphone portable avec considération. L'heure de dire « C'est donc vrai ? On y va !» On y va où? Il ne sait pas lui-même, Adama, mais il se sent plus fort. Il a choisi son camp, son rôle. C'est un boulot, grand frère. Il serre les dents, fait pas de grands discours. Il marche. Ils sont bientôt 20, 30. Il transforme le fil de ses conversations en itinéraire. On passe prendre Malik et David à Lanou, puis Driss, Adèle, Farid. On enchaîne les rues. Albert Camus, Jean Moulin, Lucie Aubrac, Rolf Tanguy et Suzanne Buisson. Ils sont tous là. Ils sont bientôt 50. Fallait pas donner des noms de résistants à toutes ces rues de Bondy-Nord. Nordibon. Jean Zé, le collège du Terre-Terre, l'hôpital, le pont derrière Darty, le lycée pro a débrayé. Ils sont 100 dans la rue, peut-être plus. Il commence à être difficile à compter, à contenir, à canaliser. Il déborde sur la nationale. Adama est au milieu de la foule. Il a retrouvé ses vieux copains et tous, ils n'en croient pas leurs yeux. Il y a tout un tas de mecs qui se sont déjà équipés. Cagoule ou masque de moto, casquette, veste de sport à cache-colle. Capuche, des gars plus âgés, comment ont-ils su? Ils ont des barres de fer ou des battes, ils avancent dans la foule en bombant le torse, en frappant le sol, bruit de dingue et étincelles, en gueulant des ordres autour d'eux. On y va! On y va! On y va! « 14h20, Nathalie. Les agents ont fait contact et signalent par radio que le groupe nombreux et excité de tout à l'heure est devenu une armée. Une véritable armée, vous m'entendez, Centrale? Ils doivent être 100, c'est noir de monde sur le pont et ils se dirigent vers le carrefour. Et non, Centrale, on ne peut pas les empêcher de passer même si on se met en travers. Demandons renfort. Demandons ordre. Attendons ordre. Surtout ne faites rien. Et l'armée d'Adama se déverse sur le carrefour comme un flot qu'en effet, rien ne peut arrêter. Repliez-vous. Sur le siège arrière, le brigadier J est en train d'armer le fusil à pompe qui équipe le véhicule. En rentrant dans le magasin 10 cartouches rouges et cuivrées marquées police. Lorsqu'il tire sur la pompe d'un coup sec et que se fait entendre le claquement distinctif de ce système d'armement, le lieutenant se retourne, l'air effaré. Il ordonne en aboyant de ne rien tenter de stupide, mais il n'a pas grand-chose de plus intelligent à proposer. Une prof qui fumait sur le parking rejoint Nathalie devant le lycée. Elle n'a pas vu la voiture, a entendu les embardés, les klaxons, la barrière cassée. Elles n'ont pas envie de faire les 100 mètres qui les séparent du coin du S et des poubelles, d'aller voir ce qui produit ce bruit de grondement et de cris au carrefour. C'est comme un orage, dit Nathalie. On sent qu'il se prépare quelque chose de noir, d'électrique et de menaçant. Mais on ne sait pas bien quand ça va éclater. Des sirènes lointaines, ambiguës, retentissent et se rapprochent, sans qu'on sache si elles annoncent le problème ou sa solution. Les explosions se multiplient au carrefour. Nathalie a l'impression d'être de quart sur le pont d'un bateau. On scrute la brume à l'affût des craquements des bordages et des bruits de la mer, des brisants des autres navires. Et on entend des chuchotements dans les vagues et des cris dans le vent. Quoi qu'on devine, on ne peut quitter le bord pour s'en approcher. Il faut attendre que cela surgisse. On dirait bien qu'une tempête se prépare. Le lycée, c'est un peu comme un bateau, se dit-elle. Un grand bateau à la dérive, sur un océan de béton.
14h55, Adama. La vie, en général, est totalement hors de contrôle, mais là, ça a pris soudain un tour violent, brutal. L'idée générale d'Adama, c'est l'affrontement. Que faire d'autre une fois que les flics sont là ? Il a remonté un foulard sur son nez. Il est au milieu d'un groupe plus âgé et plus déterminé que les gamins du lycée pro. Ils ont retourné 2 bagnoles au milieu du carrefour, les ont incendiées comme pour établir une ligne de front, ce qu'on appelle en temps de paix une frontière. Les lycéens qui viennent d'arriver prennent des vidéos, brandissent leur portable à bout de bras comme une arme. Les photos du carrefour font le tour des réseaux. Les flammes, les flics, ce sont des photos à clics. On n'entend plus que les sirènes et le vacarme de la foule, le souffle rauque des flammes. Adama lève le nez, se redresse, il plisse les yeux qui s'étrécissent dans l'ombre entre le foulard et la capuche, parce que la fumée le pique comme une irritation et parce qu'il réfléchit. Tout le monde se met à regarder en direction des lycéens. Tout le monde a compris qu'il y avait un angle mort dans la rue au coin du S, la rue du lycée, que les flics n'ont pas pris le temps de barrer, une échappatoire. La fissure imprévisible. Ils foncent. Ils sont bien 50, peut-être un peu plus, 60, 70 à foncer dans l'angle mort des policiers. Ceux qui n'ont pas compris pourquoi se contentent de suivre le mouvement. Ils défoncent les poubelles en passant, percutent comme ça vient les 20 containers à roulettes qui glissent en faisant des têtes à queue, se renversent et déversent leur contenu de poubelles dégueulasse. Ils sautent au-dessus des sacs et se ruent dans la voie étroite à sens unique, balancent au passage une bouteille enflammée dans un des containers, le poussent au milieu de la rue, traversent le terrain de jeu pour enfants, débouchent dans la rue du lycée. Certains sont à scooter, à vélo, la plupart courent en brandissant des bâtons, débattent, leurs cris s'envahissent tout l'espace, rebondissent sur l'immeuble géant qui longe et déborde. Les surveillantes ont juste le temps de se protéger le visage alors qu'elles sont renversées et projetées par les grilles qui s'ouvrent à la volée comme si elles explosaient dans leurs mains et que se déversent dans la cour tel un fleuve de boue, une avalanche, la horde qui s'abat sur le lycée prête à tout emporter. Des cris de rage et des cris de peur et des lycéens qui courent dans tous les sens, certains qui foncent vers les bâtiments, s'accroupissent au pied du châtaignier ou derrière le muret qui sépare la cour en deux et d'autres qui s'enfuient en hurlant vers les terrains de sport. Certains sont entrés à scooter, ils font des roues arrière à fond de train au milieu des lycéens qui s'écartent en se jetant par terre. Ils se répandent, ne semblent être animés que par l'excitation de prendre possession des lieux. Il y a des coups, bien sûr, des coups de poing assénés en passant pour forcer la ligne droite, renverser les obstacles qui se présentent. Et des enseignants traversent la cour en zigzagant pour esquiver les trajectoires des jeunes. Ils se dirigent par réflexe vers la salle des profs au rez-de-chaussée. Puis les premières sirènes retentissent. Impossible de savoir si ce sont les alarmes qui ont été brisées ou de véritables départs d'incendie. Dans le bureau de la proviseure, il n'y a pas de gros boutons rouges. Pas de panic button ni de SOS. Je veux parler au commissaire. Pouvez-vous nous décrire ? Nom de Dieu, la situation est totalement hors de contrôle. Dans les étages du B, les profs de physique et de SVT ont eu le temps de barricader les labos, c'est-à-dire de les fermer à clé avec quelques élèves dedans. Ceux qu'ils ont ramassés, qui traînaient encore dans les couloirs pendant la récré. Une préparatrice de laboratoire par intérim, dont ni la fiche de poste ni le salaire ne précisaient qu'il fallait défendre l'établissement devant un siège, pleure doucement dans un coin. À l'extérieur, les bruits de claquements de portes, de cavalcades, les cris se rapprochent et se font de plus en plus menaçants. Les alarmes infatigables hurlent sans discontinuer. C'est comme une sorte de rêve. L'attaque du lycée. Un genre de film. Mo voit un mec en train de défoncer une porte à coups de marteau. On entend un autre type qui hurle aussi. De l'autre côté, un prof avec une grosse voix qui ne suffit plus. Un peu plus loin, il croise une espèce de zombie. Il avance en titubant les bras devant lui, les yeux fermés fort, à s'en croiser les sourcils, à s'en retrousser les lèvres. De sa bouche noire ouverte comme un masque sort un râle grave et profond, une sorte de plainte noyée, un gémissement de fantôme.
Il a le visage tout rouge et Mo croit d'abord que c'est du sang, mais c'est une espèce de pâte, une pâte rouge qui croûte en noircissant. C'est de la lacrymo des quartiers qu'il a sur tout le visage. Alcool et harissa et un peu d'huile pour que ça colle à la peau, partout sur les yeux, la moustache, ça fait des petites bulles sous son nez. Et il ne peut pas les ouvrir les yeux, c'est impossible. Sous ses paupières, c'est soupe à la merguez. Quelques professeurs sortent devant le bâtiment A. Paul est sorti aussi. Il cherche des yeux dans la cour, des silhouettes qu'il reconnaîtrait, se demande si Candice est encore dans sa salle, si elle est en sécurité. Il ne sait pas trop pourquoi. Il y va. Il ne sait pas trop pourquoi. Il y va. Il y va. Il y va. « 15h20, Paul. Il y va. Après tout, c'est la seule qu'il connaisse, c'est ce qu'il se dit, mais il se ment, bien sûr. Il y va pour être avec elle. Les gamins sont assis pour la plupart par grappes de 3 ou 4. Ils parlent à voix basse et jettent des coups d'œil inquiets autour d'eux. On entend encore le bruit des sirènes et parfois un cri d'alarme ou de rage ou peut-être de peur, on ne sait pas bien. Tout le monde se tait, se fiche pendant quelques secondes. Dans le fond de la salle, une ombre vient de se déplacer. Quelque chose a bougé, un ado sans doute, un élève. Paul ne les connaît pas. C'est noir comme un four là-bas. Les sirènes des pompiers se sont mêlées à celles de la police. L'alarme du lycée s'est arrêtée, remarque-t-il. Depuis quand ? Paul a les mains moites, les frotte sur les pans de son manteau ouvert, rentre sa chemise dans son pantalon, se demande depuis quand elle en sort ainsi froissée. Il croise son reflet dans la vitre de la régie, il se recoiffe, essaie de reprendre confiance en se regardant comme s'il était un autre type, plus fort. Il lui semble qu'il y a moins de bruit dehors. Alors que les sirènes reprennent, la porte résonne de coups insistants, répétés, des coups autoritaires, des cris, des imprécations, des ordres. Paul ne comprend pas bien ce qui se passe alors. On dirait que la porte tremble, que quelqu'un essaie de l'enfoncer. Ça pourrait être aussi bien des flics que des voyous. Et l'ombre de nouveau qui bouge du côté de la scène, un mouvement dans la nuit au fond de la salle, et presque en même temps, un éclair et le bruit assourdissant d'un coup de feu. Paul n'en a jamais entendu d'aussi près. D'ailleurs, il n'est pas bien sûr d'en avoir déjà entendu, mais il n'a aucun doute. Personne n'a de doute sur la nature de ce claquement qui résonne, bientôt suivi d'un autre, puis d'un autre. Les têtes rentrent dans les épaules comme des tortues, comme si c'était un réflexe antédiluvien. Les silhouettes des élèves se tassent sur elles-mêmes et s'immobilisent dans l'air encore rempli des détonations. Du côté de la porte, c'est le silence. Et Candice, qui s'en était approchée, se retourne stupéfaite. Ça y est, Paul le voit, venant du fond de la scène, le petit qui marche tout droit sur le plateau, le bras tendu, qui la tient en joue. C'est le gamin de ce matin, le Roméo, Mohamed, Momo. Il y a des cris dans la salle comme si on remettait le son, comme si le temps se remettait à défiler. Et des mômes se jettent sous les fauteuils en se couvrant la tête avec les mains, se serrent les uns contre les autres. Candice a levé les mains, le garçon avance encore, un pas, 2, s'arrête au bord du plateau. Paul n'entend pas ce qu'ils se disent, il parle à voix basse. Il voit le flingue qui tremble au bout de son bras, le canon qui fume dans le froid, le pistolet qui penche un peu vers le bas, qui se redresse. Candice en contre-jour, les mains à hauteur du visage. Bordel, elle est à quoi, 2 mètres ? Elle lui parle doucement. Paul sort de la cabine de régie. Ça dure des secondes.
Quoi faire? Ça dure des secondes et il est dans l'ombre, le long du mur du fond. Merde. Elle crie donc quand le gamin plie son bras, ramène l'arme sous son menton, elle avance les bras vers lui et puis se fige. Je fais pas de conneries, Mohamed. Je t'en supplie, pose ce pistolet par terre. Je te promets, tout va s'arranger. Je t'en supplie. Et de dehors, des voix plus fortes. Police! Paul bute contre l'armoire électrique au fond de la salle. Il avance à tâtons le long du mur et des tuyaux qui alimentent le bâtiment. Il est complètement impuissant, se sent totalement inutile. Le gamin alterne les mises en joue de la salle et de Candice à l'aveugle pour empêcher quiconque d'approcher. Replace régulièrement le canon tiède contre lui collé à son cou. L'odeur de poudre de la cordite s'est répandue dans toutes les pièces. Candice sanglote à présent, je t'en supplie. Elle ne pleure pas vraiment, mais sa voix s'est étranglée. Mohamed, s'il te plaît. Paul sent dans son dos la vanne en forme de volant, comme dans les bateaux. La vanne rouge, putain. Il se retourne et l'attrape à deux mains, la tourne de toutes ses forces. Comment elle appelait ça déjà ? Le grand secours. Une pluie d'orage s'abat sur toute la salle dans un bruit de cascade. La scène est noyée en quelques secondes. Tout le monde crie, tout le monde se bouscule, se protège avec son sac ou son manteau. Paul a le temps de le voir du coin de l'œil. Le gamin ne comprend pas et regarde au-dessus de sa tête comme tout le monde. Mo est surpris. Il s'est penché en avant par réflexe pour se protéger. Il a baissé son arme et Candice a bondi vers lui. Elle l'a pris dans ses bras. C'est fini. Tout va bien se passer, je te promets. C'est fini. De chez moi, je connais pas le nom des rues, des résistants, des soldats inconnus, des héros, de la France qui se rêve en nation des droits de l'homme et de la révolution. La France qui se rêve en pays de la haute culture et de la séduction. La France qui se rêve en patrie de la gastronomie et de la baguette tradition. La France qui se rêve en héritière des Lumières et de l'émancipation. La France qui se rêve universelle comme un empire, c'est la nation de l'intégration. Mais c'est la France qui se rêve. Celle que je connais a poussé comme du chien dans le béton. Elle s'appelle Adama Youssoufa Demba. C'est les potes du terre-terre, les enfants du bendo, mes frères. Ils m'ont appris la loyauté, l'honneur, les rires et la colère. Ils m'ont appris le ballon, le business, la baston, chaque loisir à son âge. Ils tiennent un coin de trottoir en bas des 5 étages, revendent de la cesse et des cailloux, basés au détergent, à des produits tout nouveaux, des marchés émergents, à des costards et des jeunes gens rebelles, des quartiers chics. À la France qui se rêve et qui nique.
à des meufs à petite poitrine et talons, à des gros porcs et leurs liasses de billets dans le pantalon, des étudiants sans le sou et des darons et des bourgeoises, les cheveux épais et le regard dur et qui te toisent. La France qui se rêve et qui déboîte. Tu sors à la première sortie de l'autoroute à droite, tu roules doucement, tu regardes devant, tu gardes la fenêtre ouverte, les mains sur le volant, tu demandes ce que tu veux. Ici c'est toi le yan-yan, on trouvera toujours de quoi te rendre heureux. Le client est roi et nous on est jeunes et ambitieux. C'est ma France, celle d'en bas, celle d'en bas de chez moi. Celle de mes copains Adamaya, Youssoufa, Demba, au milieu des restes d'incendie et de démolition, des quartiers laissés à l'abandon. On est des lotus, et ma France en crève, les racines dans la merde et la fleur épanouie. Mauvaise graine, fabrique des insomnies. La France qui se rêve. Mauvaise graine, fabrique des insomnies. La France qui se rêve. Mauvaise graine, fabrique des insomnies. La France qui se rêve. Candice. C'est ce qui est un peu fatigant ici, l'impression de vivre des cycles. On s'accroche, on y retourne tous les matins, on est dans l'académie à 21 points, dans le département le plus pauvre de la France métropolitaine, dans une de ces villes les plus pauvres, coincé dans une bordure entre zone franche et zone sensible. Mais on y va, on est là. Candice parle d'une voix traînante. Elle est assise, les jambes dans le vide, sur le pont de Bondy, à côté de Paul. Le soir, le soleil se couche direction Paris, au bout du canal, au-delà des usines et des nouveaux immeubles qui doivent contribuer à gentrifier la zone, derrière les terrains vagues et les grues jaunes. Le soleil plonge sous un ciel de sang qui s'étale aussi loin que peut porter le regard. Au ras de l'eau, des mouettes poursuivent les ombres des poissons et des sacs en plastique. Elle a un bras en écharpe au-dessus de son perfecto, s'est luxé l'épaule en se jetant sur le côté, heurtant le chambranle de la porte blindée au moment du premier coup de feu, n'a rien senti. De son autre main, elle gratte sur son jean une tache imaginaire dont il n'y a pas de trace. Tant qu'on tient les murs, il tire sur la corde à moyen constant au début avec une population qui explose, à moindre coup, jusqu'à ce que tout s'écroule. Des émeutes, des jours comme aujourd'hui. Du coin de l'œil, elle observe Paul, assis à côté d'elle, au bord du vide, tout contre elle. Ils ont les épaules qui se touchent. Il a les yeux baissés, les mains qui se tortillent sur ses cuisses, son jean encore un peu mouillé. Il a les cheveux emmêlés parce qu'il y a du vent. Tous les soirs, les vents de côte changent et reviennent de l'ouest. Et ça se sent jusqu'à Paris, jusqu'ici. Il a le nez rougi par le froid et des rides qui se creusent à cause de la lumière oblique du soleil couchant et de ses poils de barbe qui commencent à griser ses joues. Il a l'air gentil, c'est ce qu'elle se dit. Il a l'air un peu paumé, avec son jean slim qui fait des plis aux genoux et tire-bouchonne sur ses boots bleus. On dirait qu'elles vont tomber dans l'eau. Il y a du ciel autour d'eux malgré tout. Il y a ça ici, du ciel. Ils ne veulent pas que ça marche, juste que ça ne fasse pas de vagues. Et l'émeute, ça n'est pas une solution. Je vais aller voir mon père, je ne reviendrai pas ici.
Son corps est lourd, elle le sent. Son corps est plein d'une fatigue qui se traîne depuis des jours et des années. Paul dégage son bras et le passe autour de ses épaules, se penche vers elle, se rapproche pour qu'elle puisse continuer à se reposer sur lui. Il la presse légèrement contre lui, peut-être. C'est à peine perceptible, mais c'est un de ces moments où l'on se rend compte qu'on est capable de remarquer des mouvements infimes que l'autre n'a peut-être pas calculés, mais qu'on perçoit. Sa jambe contre la sienne, qu'on ressent. Des mouvements comme des émotions. Et l'on ne sait pas bien au juste ce qui est la cause ou la conséquence, si ce sont les frôlements, les tressaillements des muscles qui les provoquent, ou si ce sont les émotions qui se condensent là, dans la chaleur de la chair, le hérissement de la peau. Il ne la regarde toujours pas, ne tentera rien d'autre. Le soleil se couche et sur le canal, une brume légère et blanche se lève et dessine des voiles en partance. Elle laisse aller sa tête dans le cou de Paul comme si elle roulait. Il y a dans son écharpe et sur le col de son manteau l'odeur d'un vieux parfum de bois, de cuir et de cigarette, d'iris peut-être, un parfum de tabac toscan qu'elle remarque pour la première fois et dans lequel elle se sent bien immédiatement. Il lui demande ce qu'elle compte faire et elle ne sait pas. Merde, j'ai eu peur pour toi. Il sourit franchement, il a l'air content d'être là. Bien sûr que je suis content, dit-il. Ce n'est pas si mal comme endroit, je veux dire, ici au-dessus du canal, dans le ciel avec toi, ce n'est pas si mal. Il y a les mouettes qui vont vers le soleil et les pigeons du chinois au-dessus du carrefour, au-dessus du S et du potager. Ce n'est pas le rossignol et l'alouette, mais c'est pas mal. Il sourit. Et puis je suis content de t'avoir rencontré. Il n'ira pas plus loin, alors elle redresse légèrement la tête pour lui faire face. Ils sont à quelques centimètres l'un de l'autre et elle l'embrasse. Elle l'embrasse en souriant, c'est plus fort qu'elle, de son sourire rouge, et elle recommence, et cette fois il ferme les yeux lui aussi. Cette fois il reste longtemps à se goûter les lèvres, les attraper, l'une, l'autre, les humecter de la langue et se chercher à tâtons, sous le manteau, le blouson, la prendre dans ses bras et elle plonger sa main dans ses cheveux mi-longs, derrière son oreille, plonger vers sa nuque et son odeur de tabac toscan. Après ça, il demeure silencieux, longtemps, jusqu'à ce que la lumière baisse, tant que la poésie n'a pas quitté les lieux. Elle regarde au loin s'allumer dans le soir les phares et les lampes et les grues sur leurs tiges. Le soleil qui se noie dans son sang qui se fige. Et le canal ouvert comme un coup de rasoir. Allez, on rentre. Elle rit de son rire rouge qui emporte tout comme le vent. Et ils s'en vont. Mauvaise graine fabrique des insomnies. À la France qui se rêve, Mauvaise graine fabrique des insomnies. à la France qui se rêve, Mauvaise graine fabrique des insomnies. à la France qui se rêve.
La France qui sourit. La France qui sourit. Merci à Quentin en son et Renaud aux lumières. Merci beaucoup.